um gol nessa Copa do Mundo. Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. L'épisode du jour nous emmène à l'âge d'or du football brésilien de notre enfance, celui où la Seleção pouvait se targuer de présenter 4 ou 5 équipes de haut niveau. L'angle choisi pour le traiter, un triple focus sur des joueurs de l'ombre qui ont traversé le football de notre enfance dans les plus grands clubs du monde. 3 milieux de terrain, Emerson, Zé Roberto et Gilberto Silva. Comme toujours, 3 libéraux m'accompagnent dans ce numéro et pour vous les présenter, je vais essayer de deviner des 3 joueurs brésiliens leurs préférés. Je commence par Damas, parle-nous d'Emerson. En effet, Emerson, en toute objectivité, est le meilleur, en effet, milieu brésilien, concrètement milieu défensif des années 2000. Il l'a prouvé par sa régularité, par sa capacité d'adaptation et surtout par le travail foncé qu'il a mené. Mais les deux autres, bien entendu, vont également se distinguer aussi par ce genre de compétences. Et déjà, merci aux libéraux de faire un podcast exceptionnel pour vous dire à tel point que le Brésil, c'était pas uniquement que les mecs étaient devant, à toutes les lignes confondues. Il y avait des très grands joueurs. Et Emerson, bien qu'en effet, il fasse l'unanimité chez les puristes du football pur, je pense, il a raté quand même une image dans sa carrière qu'on va bien entendu développer dans ce podcast. J'écris sans hésiter, ton préféré, c'est Zé Roberto. Évidemment. Eh oui. Mais bon, c'est vrai qu'on est tous gauchers hein, dans Absolument. dans ce podcast. Tous. Sauf Reda, bien évidemment. Moi, je ne suis pas un enfant du diable. Mais il a... Le Moyen-Âge. Mais, encore une fois, hein, j'allais dire, c'est très arriéré, mais bon, ça ne m'étonne pas de ces méthodes droitières. Bon, bref. Mais bon, bref, non, pour revenir sur Zé Roberto, oui, j'allais dire, c'est un joueur gaucher et surtout qui avait un registre assez polyvalent, Bien sûr. ou que ce soit en tant que défenseur, en tant que milieu. Un joueur dans lequel j'arrive à me reconnaître un petit peu, hein, donc dans le registre de jeu, dans la Je façon confirme, aussi Gilles. de gérer sur le terrain et surtout aussi sur la longévité. Hein, il a joué jusqu'à un âge avancé, jusqu'à ses 42-43 ans. C'est ça. Très grande carrière. Et en plus, il a joué au Real Madrid. Donc, du coup, ça aide un peu, même si il n'a pas joué forcément autant que j'aurais peut-être espéré. Mais voilà, il a marqué un petit peu de son empreinte, son passage en Espagne. Mais on aura l'occasion de revenir sur toute sa carrière, qui est la carrière quand même d'un joueur qui a mis beaucoup d'ordre dans le Brésil à des moments où il en manquait parfois. Johan, c'est plus difficile. Alors, la logique voudrait que je dise Gilberto Silva, mais tes goûts footballistiques nous laissent souvent perplexes. Donc, j'hésite. Mais je vais quand même dire Gilberto Silva, parce que forcément, en tant que gunner, Arsenal. tu peux pas oublier Après, son rôle. à vrai dire, Gilberto invincible. Silva, moi, c'est même pas du point de vue purement technique ou quoi que j'ai une préférence par rapport à 3, c'est par rapport à sa trajectoire, en fait. Moi, c'est surtout sa trajectoire que j'admire énormément, le fait que avant qu'il soit révélé, justement, même un mois avant le début de la compétition dans lequel il a été révélé, personne ne le connaissait. Et on l'a tous découvert voilà, dans ce mois de juin et début juillet 2002, où on a vu que c'était vraiment un milieu de terrain qui était très fort. C'était vraiment le milieu de terrain récupérateur à l'état Tout à pur. fait. Et c'est vraiment quelque chose qu'on avait rarement vu au Brésil. C'est un profil comme qui est rare au Brésil à cette époque-là, même si c'est vrai qu'il y a eu Dunga qui était à ce poste-là. Mais oui, effectivement, moi j'ai une préférence pour Gilberto Silva par rapport aux 3. Au-delà du fait qu'il soit un gunner, mais c'est vraiment le côté révélation que j'aime beaucoup le concernant. Et ça sera vraiment intéressant qu'on en parle tout à l'heure. Et aussi, Johan, parce qu'il a commencé en défense, donc je sais que t'aimes en tant que défenseur costaud. Bien sûr. Non, j'étais costaud, mais j'étais à droit aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. J'étais pas il le faut. un défenseur comme des brutaux qu'on voit des fois, comme des Nicolas Pape Pallois, Malikou Diakhaté, tous ces mecs là. Pape Malikou. Révélation et confirmation. Et ça, c'est très important. On va voir tout au long de ce podcast. Alors, c'est presque contradictoire de revenir sur l'âge d'or du Brésil et se concentrer sur des milieux. Mais je le crise pas forcément parce que le Brésil avait cette qualité de sortir des mecs concernés par le haut niveau en Europe. Oui, j'allais dire à toute époque, hein, parce qu'on peut parler de avant l'arrêt Bosman et après l'arrêt Bosman, ça ne change rien à la donne des Brésiliens. Surtout, et c'est vrai que c'est intéressant par rapport à ces 3 joueurs, c'est qu'ils arrivent dans la période post-arrêt Bosman et surtout
Bien sûr. Après la loi Pelé aussi qu'il y a eu dans les années 90, Ouais. la loi du célèbre, voilà, du numéro 1 du football, de tous les temps, De qui, l'histoire. qui a été ministre et qui justement a participé à libéraliser un petit peu les travailleurs brésiliens pour aller à l'étranger. Chose qui était un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, restreint, notamment de l'époque de Pelé, et qui a été un petit peu difficile pour beaucoup de joueurs brésiliens dans les années 80, mais qui dans les années 90 va permettre à toute la génération qu'on a eue, Joga Benito et autres, de pouvoir venir en Europe en masse et de faire aussi du Brésil le premier vivier, Du voilà, football de mondial. joueurs du football mondial et en particulier du football européen qui est le plus dense de notre génération. Damas, des joueurs sérieux, appliqués, réguliers et professionnels, comme ces trois garçons. Comme ces trois garçons, en effet, les trois qu'on a mentionnés vont avoir vraiment cette caractéristique commune au travers de ce podcast. On va retrouver des gens impliqués dans leur attitude, dans leur professionnalisme et surtout dans leur leadership. Moi, Emerson, je mets Emerson en première place parce que dans tous les clubs où il est allé, déjà le fait qu'il porte le numéro 10 à Leverkusen, j'étais cuit quand j'ai vu ça, putain, parce que bon, le Emerson qu'on a vu nous-mêmes, que ce soit à la Roma avec son numéro 11 ou bien entendu à la Juve, on a l'impression que tu peux pas te comporter autrement que Emerson le fait. Et ça, c'est l'attitude d'un leader. Ça va être également le cas pour Gilberto Silva, qui va clairement nous impressionner, notamment à Arsenal. Il va clairement rentrer dans ce modèle-là. Et surtout, moi, c'est la tenue physique de la part de ce joueur qu'il faut aussi mentionner au niveau de leur, je dirais, de leur morphologie. Ah oui. Emerson. Oh, mais c'est des gens qui sont dessinés, Gilles. Ah, mais Zé Eh, mais, Roberto. Oui, mais, oui. c'est Roberto, mais quel corps! Ah, Mais c'est quel corps! Roberto, c'est Mais incroyable. quelle est la femme qui peut dire non à Zé Roberto aujourd'hui? Il faut répondre à Et cette quelle est la question. femme qui n'est pas épuisée après les efforts avec Oh, ses Roberto? Je reviens à la morphologie de ces individus. Franchement, Gilberto Silva, sa musculature, sa présence physique, on sait que c'est important, surtout dans la génération dans laquelle nous sommes. On parle des années 2000, fin années 90, où il y a bon nombre de meneurs de jeu, où on va assister à pas mal de duels entre numéro 10 et numéro 6, pas comme on voit aujourd'hui des milieux hybrides. Et au travers de ces caractéristiques-là, ils ne vont pas avoir peur de gérer le milieu à eux seuls. C'est ça qui est intéressant, notamment à mentionner, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir trois milieux en termes de configuration qu'on connaît aujourd'hui. Deux pistons, il y a un numéro 6 à pointe basse. Là, on a affaire à des numéros 6 qui ont la capacité d'avoir une grande couverture de terrain. Pour le cas de Zé Roberto, c'est assez différent parce qu'en effet, comme l'a dit Gilles, il a un profil qui lui permet d'être un profil polyvalent, qui lui permet d'être présent sur bon nombre de terrains. On l'a vu arrière gauche, en piston gauche également, du côté du Bayer Leverkusen avec cette fabuleuse année 2001-2002, en évoluant en effet au piston gauche, milieu gauche au Bayern Munich. Mais dans les deux cas, ce qui était très impressionnant, c'était sa capacité à multiplier les courses encore et encore et encore et encore et encore. Et même le faible niveau de blessure qu'a eu aussi Zé Roberto en carrière, hein, parce que certes il a tenu, mais c'est pas parce qu'il a eu des trous de carrière, non, c'est que Zé, pardon, je préfère le préciser ainsi, va également se démarquer par sa capacité à être performant sur le temps. Alors bien entendu aussi, on peut parler un petit point de leur personnalité avec les bons nombres de disputes qu'a eu Zé Roberto avec Félix Magath. Ça, bien entendu, les spécialistes allemands le savent, mais Zé Roberto, on va le revoir encore à Hambourg, encore performant, avec bon nombre de dribbles qu'on regardait, je m'en souvenais à l'époque, et dans les chaînes du câble, bon, Sport Plus c'était fini, mais je le voyais surtout sur Canal Plus, Canal Satellite à l'époque. Zé, ça démarrait. Hein. Le frère, il avait 38-39 ans, mais au duel, il fallait y aller, hein, franchement. On va faire attention quand même à ne pas faire des focus sur un seul mec. Je sens que Zé Roberto va vous. Donc on va juste recadrer un Damas, petit peu les il a choses. récité une leçon, frère. Ah, frère, t'es Une fou, leçon. c'était un monologue, frère. Non, mais il le fallait. Non, Il le mais fallait. on va quand même reprendre les choses doucement. Je voudrais qu'on fasse un focus quand même sur ces trois joueurs individuellement. Notamment, je voudrais qu'on s'attarde sur leur parcours avant une année charnière pour les trois, à l'année 2002. Je voudrais préciser qu'en 2002, ils ont déjà entre 26 et 28 ans déjà. Donc, on ne parle pas de jeunes garçons. Ouais. Non, pas du tout. Et donc, justement, ils vont avoir un rapport particulier avec cette Coupe du Monde. Alors, vu que tu étais lancé sur Zé Roberto, on va continuer. Avant 2002, il est déjà international depuis 1995. Et tu le disais, Gilles Christ, il a même déjà joué pour le Real Madrid. Ben oui, parce que c'est vrai que son arrivée en Europe est conditionnée à l'arrivée au Real Madrid et aussi sous l'importance de Fabio Capello qui coachera également Emerson. Hein, on aura l'occasion d'en discuter. Mais c'est vrai qu'il arrive dans un contexte où il y a, j'allais dire, où il n'a pas la possibilité d'exprimer son talent, ses qualités.
Roberto Carlos est déjà là sur le poste d'arrière gauche. Au milieu, on a déjà Redondo. On a aussi par la suite des joueurs qui vont arriver comme Seedorf qui vont justement on va dire catalyser un petit peu ce côté gauche, côté madrilène, sachant aussi que Raoul aussi joue un peu plus haut en tant que Exact, ailier. Donc du coup, c'est exact. vrai que la place est difficile pour lui. Et justement, pourquoi il quitte le Real? Parce qu'il se dit que janvier 98, je ne joue pas assez dans mon club. Ça va être compliqué d'aller à la Coupe du Monde. Et l'idée qu'il a eue, c'était de se dire, je veux aller au mondial. Et aller au mondial, c'était repartir au Brésil, retourner au Flamengo, jouer avec Romario. Bon, bref, c'est encore quelque chose qui est aussi incroyable de voir que voilà, la longévité de Romario, qui en 98 est encore là, malgré le temps qui passe. Et il va aller au mondial, mais paradoxalement parlant, en termes de temps de jeu, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, c'est vrai que il a joué en Europe, mais c'est vrai que C'est ce premier bizarre. passage en Europe, ouais, c'est pas là où on va Mm. retenir le Zé Roberto qu'on connaît. C'est plutôt celui qui va arriver, qui va aller en Allemagne et Ouais. qui va s'adapter au football de la Bundesliga et qui va montrer au fil des années le joueur qu'il est et j'allais dire ce joueur qui est important dans la sélection nationale, comme il a pu l'être déjà en 97 quand il marque en finale de la Copa América contre les Boliviens et aussi sur les autres compétitions dans lesquelles le Brésil va être impliqué. Il est vainqueur de cette Copa 97. Par la suite, il va être justement dans ce groupe finaliste de la Coupe du Monde 98. Johan, c'est vrai que c'est à partir de 98 que l'Europe connaît davantage Zé Roberto, et notamment à partir, notamment après sa saison 2001-2002, où il est juste exceptionnel. Bah, moi, je vais dire, comment dire, j'ai un avis qui est assez particulier par rapport à Zé Roberto. C'est que seuls ceux qui regardent d'une manière assidue la Bundesliga connaissent Zé Roberto, d'une manière très, très, très concrète. Dans le sens où moi, je me rappelle, avant avoir vu la campagne de Ligue des Champions 2002 avec le Bayer Leverkusen, je le connaissais de nom en fait. Zé Roberto en fait c'est un nom qui nous sommes familiers. C'est un nom qui nous sommes familiers. On sait voilà la période où voilà le Brésil a pas mal de bons joueurs. On sait qu'il y a un joueur qui s'appelle Zé Roberto, mais on le redécouvre, je pense, lors de la saison 2001-2002 en Ligue des Champions parce que c'est surtout parce que c'est à partir, je pense, des quarts de finale déjà au deuxième tour que les matchs passent sur TF1, les matchs de Leverkusen parce qu'ils sont notamment dans le groupe d'Arsenal au deuxième tour de la Ligue des Champions 2001-2002. Il y a Mhm. aussi donc cette phase éliminatoire face à Liverpool, face à United. Et moi, c'est surtout face à Arsenal que j'ai découvert Zé Roberto, j'ai redécouvert Zé Roberto. Et je me disais, oui, ça, mais je pense d'abord le connaître. On voit un petit Brésilien, Renoir, avec des nettes, avec des tresses, etc. Prédateur blanche. Oh là là. Prédateur blanche et tout, Ouais. ça détonne totalement avec ce que représente le Bayer Leverkusen. Une équipe Exact. de bourrins Ramelot. les Ramelot, les Novotny, les gens comme Novotny. ça. Balak. Mazzaric. Totalement, les Balak. Tu vois, c'est que déjà, Mazzaric. même quand tu cites leur nom, déjà, c'est lourd, tu vois. T'as Donc, agressé. donc voilà, donc on redécouvre Zé Roberto justement cette saison 2001-2002 où il a franchement fait une Ligue des Champions magnifique, malgré Ouais, le fait qu'il n'ait pas joué la finale, ça c'était vraiment dommage pour lui. tout à Mais fait. on s'attend quand même parce que le Brésil aussi, on perd un petit peu le Brésil de vue juste avant la Coupe du Monde 2002. Donc on s'attend logiquement à ce que Zé Roberto fasse partie du voyage de la Coupe du Monde 2002, mais malheureusement, il fera pas partie du voyage. Moi, personnellement, j'ai mon avis. Je sais pourquoi il n'a pas fait partie du voyage, mais voilà. Malheureusement, il Ouais, fait pas mais, partie du voyage. Bah, je t'en non, prie, exprime-toi. exprime-toi. Moi, je Moi, pense qu'en fait, il paye sa polyvalence. Il paye sa polyvalence parce que Zé Roberto, c'est un joueur, on va dire, à vocation offensive. Il est capable aussi, donc par la suite, il a rempli des tâches défensives, mais c'est un joueur à vocation offensive qui peut couvrir toutes les surfaces en fait, du milieu de terrain. Et moi, je pense que, étant donné que Luis Felipe Scolari a déjà monté son équipe, je pense que Zé Roberto, d'autant plus que Zé Roberto, il a fait partie aussi de l'équipe du Brésil durant les éliminatoires, où malheureusement le Brésil n'a pas été bon du tout. N'a pas été bon du tout. Je Tout me à rappelle, fait. Tout à c'est fait. notamment à cause de ce match en Bolivie Ouais. voilà, où le Brésil s'est fait cogner 3-1 par les Boliviens. Et puis voilà, donc on sent que vraiment Zé Roberto ne fait pas vraiment partie du plan de Felipão. Et malheureusement, bah, il fera pas cette Coupe du Monde, mais c'est vraiment une mini surprise, surtout quand on voit la liste des joueurs qui sont appelés, notamment à son poste, quoi. Alors moi, je voudrais juste réagir à ça parce que, euh, effectivement, la période avant 2002, le Brésilien galère. Mais Zé Roberto, on ne l'a pas précisé, il est titulaire dans la finale de la Copa América 1997, sa fameuse Copa América qui a donné le Ballon d'Or à Rivaldo.
Donc ça veut dire qu'il est déjà présent parmi une 99, certaine t'as dit. génération. En 99, ça. Oui, j'ai dit 99, non? Non, J'ai t'as entendu dit 99. 97. Pardon, 97, on a entendu. 97, il entre en Ouais. jeu et en 99, il C'est est ça. titulaire. Titulaire. Ouais. Donc je pense qu'il aurait fait partie de ce groupe-là parce que, mine de rien, il a quand même une blessure au mollet, je Au pense, en mollet, c'est 2002. ça. Donc c'est peut-être C'est aussi ça. pour ça qu'il n'est pas à la Coupe du Monde, j'ai triste. C'est surtout pour ça, moi, qu'il est. Parce que sinon, rien ne justifie le fait qu'il ne soit pas dans le groupe. Surtout quand on sait qu'on a un joueur majeur au milieu de terrain, dont on va parler tout à l'heure, qui ne joue pas la compétition, pour une blessure bête, plus ou moins bête. Un joueur comme Zé Roberto aurait servi justement dans, dans ce milieu de terrain-là qui a au Brésil, même s'il a moins cette dimension axiale avec la sélection brésilienne pour pouvoir remplacer Emerson. Mais voilà, moi, c'est Tout à vrai fait. qu'il y a eu des blessures diplomatiques. On aura le temps on a le temps d'en discuter, notamment par rapport aux Brésiliens, quand on a envie de Ouais. t'écarter. Je suis blessé. En fait, Bien je ne suis sûr. pas vraiment blessé, donc du Ouais. coup, Mais on te ça, met dehors. mais on te met dehors, effectivement. Mais là, pour Zé Roberto, je pense que comme il était là avant et il était là après, voilà, je pense que la blessure c'était Gilles, une vraie blessure, ouais. excuse-moi, mais Zé Roberto est peut-être diminué physiquement, mais il peut quand même faire partie de cette équipe. Et Oui. lui-même l'avait confirmé par la suite qu'il se sentait prêt physiquement à pouvoir disputer cette Coupe du Monde 2002. En plus, si je peux me permettre d'intervenir, la configuration d'équipe brésilienne, le C'était 3-5-2 parfait pour lui. C'était parfait pour lui. correspondait en plus aux caractéristiques que lui-même il avait au Bayer Leverkusen au poste de piston gauche. On a privilégié Junior, l'ancien joueur de Parme, là, le petit Brésilien, là, Ouais, en tant que Junior Ouais, bien Alonso, sûr. en remplaçant de Roberto Carlos. Clairement, nous, à l'époque, quand on regarde TF1 et qu'on voit les performances du Zé, on est étonné de ne pas le voir au Mondial 2002. Alors lui, Oui. bien sûr, c'est pas compréhensible quand on commence à avoir un regard averti sur le fait de l'absence des Zé Roberto dans cette équipe. Alors ça va pas forcément la minimiser en termes de performance, on l'a vu, mais à titre personnel, Zé Roberto le dira clairement qu'il verra ça comme étant le plus grand échec de sa carrière. À Ah juste oui, titre. clairement. Moi, je pense que Moi, je pense que Scolari, juste pour terminer cette phrase, Gilles, moi, je pense que Scolari avait aussi, à mon avis, une part allez, c'est aussi à mon avis personnel quelque part. Je pense que c'est trop gros pour moi. À mon avis, il y a des choix. ah, C'est pas uniquement que footballistique, à mon avis, par rapport à Zé, aux Zé. franchement, oui. Après, voilà, j'entends ce qui est dit, effectivement, parce que c'est vrai que s'il est présent avant et présent après, Scolari, lui, il est présent que sur l'année 2001-2002. Et Ouais. bizarrement, c'est là, à ce moment-là, où Zé Il n'est Roberto pas là. disparaît. Et après, il réapparaît. Donc, du coup, oui, effectivement, ça peut aller dans ce sens-là. Mais c'est vrai que le Brésil aime bien, et surtout, j'allais dire, oui, voilà, surtout les Brésiliens aiment bien dire, ouais, il est blessé. Mais non, je vais bien. Voilà, ça fait partie de leur façon de fonctionner, on dirait. Ça fait partie de l'histoire de cette sélection, ça fait partie aussi de l'histoire de cette Coupe du Monde 2002. On va s'intéresser maintenant à Emerson, avant la Coupe du Monde 2002. Emerson qui semble être naturellement le plus doué des trois. Il joue d'ailleurs assez tôt en Europe, tu le précisais, Damas à Leverkusen. Il est aussi remplaçant à la Coupe du Monde 98, Damas. Absolument, il est déjà présent. En effet, après pas mal de titres qu'il avait déjà obtenus à Grêmio, hein, déjà, hein, La avec. grande équipe de Grêmio. Ah, mais vraiment, mais quel palmarès, Coupe Il la finalise Libertadores. la Coupe du Monde des clubs contre l'Ajax. Contre- Ouais. Effectivement. Et Libertadores gagné, 2 Coupes du Brésil, Serie A 96. Il s'impose clairement sur le championnat brésilien. Le voyage en Europe se passe plutôt bien, en effet, avec ses premiers pas à Leverkusen, où de 87 à 2000, il va porter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le numéro 10. Et d'ailleurs, on va voir un Emerson plus porté sur l'offensif, hein, au travers de sa période en Allemagne, où il va quand même Ah oui, oui. être, des buts pied gauche, pied droit, Il marque en Ligue des percées. Champions dans le groupe de Monaco contre le Ouais, Spartak. Une bonne exactement. volée, là. En effet, donc il va vraiment répondre présent. Et Fabio Capello va taper dans l'œil par rapport à ce joueur exceptionnel, bien entendu. Hein, Reda, toi et moi, nous le savons. Et son arrivée à Rome, ben, ça va être assez compliqué. Rupture des ligaments croisés, 6 mois d'absence. Il va revenir pour la deuxième partie de saison, qui va mener au titre romain après, depuis 1983, où d'ailleurs sa présence va être vraiment importante, hein, dans l'effectif Ouais. romain. Hein. Mais Vraiment, il après, va. mais après, Vas-y, Gilles, mais j'en prie. après, Damas, il faut dire aussi que il n'a pas pu jouer tout de suite parce que il fallait Les papiers. les papiers, effectivement. Et après, je sais pas si les passeports étaient vrais ou pas, parce que c'est vrai qu'on dit que sa femme, elle est C'est italienne ça. brésilienne, donc du coup, il a pu avoir la nationalité italienne pour ne pas être extra-communautaire.
Mais quand on voit qu'à l'époque, il y avait les histoires pour Saint-Étienne-Toulouse de faux Toulouse, passeports, bien sûr. voilà, on peut se Mondragon aussi poser. avec Metz. Mondragon Mondragon. avec Metz également. Donc c'est vrai qu'on aurait pu se poser voilà, quelques questions. Mais voilà, Emerson, lui, arrive vraiment sur la deuxième partie de la saison 2000-2001 et Tout à il fait. apporte quelque chose d'important dans cette Ouais. Roma que Capello façonne vers Ah le oui, titre de 2001. Ouais. absolument. C'était clairement l'équilibre de l'équipe, Emerson, dans cette Ouais. deuxième partie de saison. Une bouffée d'oxygène exceptionnelle pour l'équipe de la Roma qui va gagner l'un des plus beaux titres de toute la période des libéraux. On l'a déjà dit, on le redira toujours. Et en effet, ben, il y a cette période, et il y a arrivé de ce mondial-là. Après que la Roma ait fini deuxième lors de cette saison 2002 où on critiqué humblement l'Inter comme il se doit. Arrive le mondial, en effet, en sélection. Emerson, au cours d'un entraînement, j'ai entendu un type en plus. Non, mais Ouais, Désolé, sérieux, mais non. désolé. on a vu les images. On a tous vu les images à l'époque. Il est gardien, il plonge et on entend le cri, mais un cri. Tu sais qu'il y a quelque chose de mal qui arrive. Et tout le monde s'entoure auprès d'Emerson parce que pourquoi il fait le mec, frère? Alors, il y a quelque chose que tu n'as pas précisé. Le capitaine en plus. Voilà, c'est ça. Merci, Parce que merci. il est en sélection nationale de plus en plus, il joue de plus en plus. Il est là à Ah la Copa oui, América 99. Il est le capitaine 99. de la Copa América en 2001. D'ailleurs, Détroit, il est le seul à être là en 2001. Il est Ouais, champion d'Italie avec la Roma. Il était censé jouer cette Coupe du Monde titulaire et seul et capitaine. Capitaine. C'est stupide en fait. Mais c'est stupide. Regardez le nombre de matchs qu'il fait. En 89, il fait 17 matchs avec la sélection. En 2000, il fait 8 matchs. Et en 2001, il fait 11 matchs. Ça veut dire toute la campagne de qualification, Emerson est là. Mais ça veut dire que Emerson est là. 2002, il est là. Ça veut dire que 2002, il est là sans 2002. sans aucune contestation. Mais il y a pas de... Il a le c'est- brassard. C'est Bah oui. incontournable. Devant Cafou. Ouais, devant Devant Cafu, ouais. C'est incroyable. Devant Cafou. Devant Roberto Carlos. Devant À tous ces... 26 ans. À Mais 26 c'est ans. Eh oui. mais Eh quel oui. joueur. Ouais, c'est trop, c'est trop. Quel charisme. Devant Cafou, qui était là en 94. Mais Et en 98? en 98, alors que Emerson est sur le banc en 98. Il fait 2 Ouais. matchs, je crois, au cours de ce mondial, je Contre les crois. Pays-Bas, il rentre contre les Pays-Bas et il transforme son tir au but. Ah bah, Ah, il il marque, fait... ouais. Oui, bah, merci de le préciser, Johan, mais cette absence, pour nous à l'époque, qui commencions à regarder les championnats européens, ah ouais, là, ça marque clairement, et bêtement. Cette absence qui a permis à Gilberto Silva de jouer titulaire. Alors Gilberto Silva, il était déjà dans le groupe. C'est pas l'absence d'Emerson qui l'a fait venir dans dans la liste de Scolari, mais cette absence lui a permis de jouer titulaire à cette Coupe du Monde. Johan, quel tournoi de sa part. Ouais, comme je vous l'ai dit précédemment, Gilberto Silva, on va dire au matin du match, parce que le match c'était le matin en plus, contre la Turquie, on regarde la première composition du Brésil, parce que si on reprend le contexte, on sait que le Brésil, c'est une bête blessée, c'est un Brésil qui n'a pas du tout convaincu lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc on attend de voir ce que ça va donner contre la Turquie. On sait que la Turquie, c'est une bonne équipe de football en Europe, mais on n'imagine Tout à pas que la fait. Turquie va non plus bousculer le Brésil. Et quand on regarde la compo, on voit au milieu de terrain Juninho Paulista, bon, qu'on connaît déjà un petit peu, et un Gilberto Silva. Et Gilberto Silva, on se demande quand même qui est ce joueur-là. Parce qu'en fait, on avait l'habitude de voir plusieurs joueurs du Brésil qu'on ne connaissait pas. Rappelez-vous la Coupe des Confédérations 2001 où le Brésil a été merdique comme Bien pas sûr, possible. Washington, On a des Washington, un mec Ah, musclé. franchement, des Washington, des Tony Anderson qui joue en équipe du Brésil, des Eduardo Costa de Bordeaux. Vraiment, on se demande vraiment qui est qui. Qui se moque de qui. C'est ça qu'on pose comme question. Vraiment. Et voilà, et Gilberto Silva, justement, quand il rentre dans cette compétition-là, honnêtement, on est agréablement surpris. On voit vraiment que c'est un joueur qui est au milieu de terrain, même si à la base, à l'époque, on ne calcule pas trop les milieux défensifs. Tu vois, c'est comme un Deschamps à l'époque, on ne les calcule pas trop, ces joueurs-là. Mais Gilberto Silva, justement, détonne par sa capacité à être puissant sur le terrain, très Vraiment, bon à la récupération. Et vraiment. justement, c'est cette Coupe du Monde 2002 qui va totalement le révéler. Et moi, honnêtement, là où Gilberto Silva m'a agréablement surpris, c'était vraiment lors de ce match contre l'Angleterre, contre Ouais, l'Angleterre de Gilles Christ, où vraiment on a vu Gilberto Silva être très très bon au milieu de terrain. bien Et sûr. honnêtement, et je me souviens que certains commentaires, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France, tout le monde attendait à ce que la France soit championne du monde. Donc il y avait déjà des anciens joueurs de l'équipe de France, plutôt de la Coupe du Monde 98, qui commentaient ces matchs-là notamment. Et on se demandait où allait atterrir Gilberto Silva au sortir de son mondial 2002.
Et c'est Arsène Wenger, justement, qui est étonnant, c'est qu'il fait venir quand même un Brésilien, même s'il y avait déjà des joueurs comme Edu qui étaient déjà là, mais il fait Bien venir sûr. ce joueur-là, ce Brésilien-là. Et voilà, on est agréablement surpris de le voir signer à Arsenal. Et Arsenal, ce qu'il va faire au début, surtout ces 2 premières saisons, c'est incroyable. Mais cette Coupe du Ouais, Monde 2002, c'est vraiment une compétition qui est charnière pour la carrière de Gilberto Silva, bien d'autant sûr, plus que bien c'est un sûr. joueur qui est inconnu au Brésil 1 an auparavant. C'est vraiment quelqu'un qui est totalement Ouais, inconnu au bataillon. Et vraiment. franchement, c'est incroyable. Moi, ce qui est assez fou, en fait, sur cette Coupe du Monde, j'écris, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, c'est intéressant que tu prennes l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre, le match contre l'Angleterre qui a vu briller Ronaldinho. Sauf que cette Coupe du Monde qui a vu briller les 3 R, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, sans des porteurs d'eau comme Gilberto Silva, rien n'est possible. Rien n'est possible, effectivement, parce que c'est vrai que en termes d'équilibre, hein, quand on voit ce 3-5-2 brésilien, avec voilà, Ronaldo, Rivaldo, avec Ronaldinho aussi qui est présent dans cette équipe-là, il faut créer un équilibre justement dans lequel l'ordre est établi. Et l'ordre est établi par qui? Par qui au milieu de terrain? Entre autres par Gilberto Silva, en plus aussi de joueurs comme Kleberson, hein, qui a eu aussi son mot à dire, qui Quelle a eu une révélation. fortune, Tout à fait, tout à qui est une fait. révélation, mais qui après, lui, justement, on aurait pu faire un podcast à 4, mais du coup, il a Il n'est pas, pas là. il est pas là Hein, parce qu'il ouais. n'a pas confirmé derrière. Alors qu'on a là des joueurs qui ont confirmé par la suite et qui ont montré qu'ils ont fait une très belle carrière en Europe. Voilà, c'est cette équipe avec autour de voilà, cette équipe avec justement Gilberto Silva qui montre énormément de puissance. Même si moi je souligne la prestation de Roque Junior en défense sur le match contre l'Angleterre, Oui, bien notamment sûr. sur le but de l'égalisation, L'intervention. Ouais, c'est vrai. l'intervention pleine d'autorité. Oh Mais là là. voilà, Gilberto Silva, c'est vrai que il arrive dans cette compétition grâce à Emerson, puisque normalement c'est lui qui devait regarder Emerson depuis le banc de touche. Mais Tout à fait. voilà, Emerson se blesse. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, voilà, petit joue, c'est à ton tour. Tu as fait des bonnes performances peut-être au Brésil. Maintenant, il faut te montrer sur la scène mondiale. Et sur ce mondial-là, il a pas manqué cette occasion de se montrer. Et surtout, quand on regarde le but contre la Turquie, même si on l'oublie, Ouais, c'est lui qui Ouais, sert Ronaldo et que exactement. Ronaldo marque ce but qui est le un petit but. peu le mime du but de Romario contre la Suède en Contre la Suède 94. en Ouais, 94, ouais. exactement. Vraiment. Mais le passeur, c'est Gilberto Silva sur l'action et voilà, ça montre également aussi cette possibilité pour ces joueurs-là de se montrer décisifs Mais c'est dans, trop dans les, beau. C'est dans les c'est gestes trop beau de voir décisifs. des Ouais. joueurs. C'est trop beau de voir des joueurs qui sont inconnus au bataillon, qui n'étaient même pas censés disputer la Coupe du Monde, se révéler comme ça et atterrir dans le plus grand club d'Angleterre de l'époque. Mais t- et, Non, mais d'ailleurs, mais Oh, c'est- arrête ça, justement, toi aussi. il y a, Moi, non, je non, suis non, pas mais d'accord. et tenir dans le temps. Tenir dans le temps. C'est pour ça qu'il justement, faut mentionner. Justement, le Gilles. Brésil Vas-y, est, Reda. le Brésil est champion du monde 2002. La carrière de nos 3 protagonistes est loin d'être terminée, hein. C'est ça qui est très intéressant. Alors, on va continuer à s'y intéresser individuellement. Suite à cette Coupe du Monde, Gilberto Silva va signer dans l'arsenal de Johan. L'adaptation est un peu difficile. Là aussi, il y a des histoires de, de passeport. Mais Wenger, on est fou, Johan. Wenger en est fou. Après, moi, je trouve que je trouve que le début, quand même, sont intéressants. Moi, je me rappelle le premier match que j'ai vu de Gilberto Silva, c'est cette année-là. Bon, il y a eu le but qu'il met au Community Shield contre Liverpool. Il donne le but de la victoire. Mais moi, c'était le match face à Auxerre, en fait. Moi, c'est le premier match que j'ai vu Bien vraiment. sûr. Tout à fait. Ligue des À Champions. l'époque, c'était pas évident, quand tu n'avais pas Canal+, de voir les matchs en entier, justement, d'Arsenal. Mais Exact. le match face à Auxerre qui passe sur TF1, c'est lui qui ouvre le score. Oui, oui, à la Baie des Champs, C'est lui qui bien ouvre sûr. le score à la Baie des Champs. Et franchement, on est vraiment surpris de voir, de voir justement Gilberto Silva, le joueur déjà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, Gilberto Silva, quand il signe Arsenal, et quand, en tout cas de ma part, hein, quand il signe Arsenal et quand il joue, moi j'étais surpris de le voir parce que j'avais pas entendu du tout qu'il avait signé à Arsenal. Et quand je vois qu'il joue face à Auxerre et qu'il ouvre le score, là franchement, on se dit waouh, ça y est, le milieu de terrain il est réglé parce que des mecs comme Ray Parlour qui était vraiment le mec indétrônable au milieu de terrain, qui alternait de temps en temps avec Edu, qui se fait sauter par Gilberto Silva, Ah ouais, et sans que contestation. on se dit vraiment que ça y est, la paire Gilberto Silva-Patrick Vieira, c'est cette paire qui va nous donner le championnat en 2002-2003, sans commentaire. Ce qui aurait dû être le cas. Les invincibles, Gilles Christ Vieira Silva. Oui, les invincibles, hein, puisque sur l'année 2002-2003, ils échouent contre le véritable plus grand club d'Angleterre. Mais Contre Leeds, hein, surtout contre Leeds qu'on échoue. Mais bon, bref. Tant pis pour vous vous. êtes en confrontation directe, mais après, quand on regarde le classement, qui est champion d'Angleterre? C'est le plus grand club anglais. Mais bon, bref. Mais c'est vrai que sur l'année suivante, il y a beaucoup d'orgueil dans cette équipe d'Arsenal. Et ce Tout à fait. sentiment de puissance, justement, il est
marqué, encore une fois, par aussi la montée en régime de Gilberto Silva. Parce que Tout à fait. la saison 2002-2003, c'est une saison de confirmation après le mondial 2002. C'est pas forcément évident dans un contexte anglais où c'est pas forcément facile de s'imposer dans les premières semaines, dans la première saison en club. Et là, sur la deuxième, il est encore meilleur. Il est encore meilleur. Il Incroyable, joue, incroyable. voilà, il joue une grande partie des matchs de la saison. Il joue avec Patrick Vieira. Il y a le Thierry Henry qui est quasiment injouable sur cette saison-là à Sur domicile. sur le sol anglais. Oui, sur le sol anglais à domicile. J'insiste bien dessus. Tout à fait. Voilà, Robert Pires revient bien. Et voilà, c'est une équipe qui montre de la puissance et qui, au fil du temps, va marquer son invincibilité. Et cette invincibilité-là, elle est marquée, on en a parlé régulièrement dans divers épisodes des Libéraux, elle est symbolisée également par Gilberto Silva. Parce que quand, par exemple, David Dane parle, qui était l'un des anciens chairman d'Arsenal, parle de cette équipe-là, il parle également de Gilberto Silva quand Ouais. il croisait son regard dans le vestiaire ou dans le tunnel. Il savait qu'ils allaient remporter parce qu'ils se transmettaient cette puissance, en fait, Ouais, cette justement, qu'ils énergie. avaient, cette énergie, et sur Oui. lequel l'équipe en face était déjà battue d'avance, en fait. Exactement, exactement. Concrètement, le rapport physique qu'a rapporté Gilberto Silva dans cette équipe correspondait bien également à l'axe, en effet, qu'Arsenal a bien connu avec Sol Campbell et bien entendu en défense centrale, Patrick Vieira au milieu et Thierry Henry en attaque, c'est-à-dire la colonne vertébrale de cette équipe d'Arsenal exceptionnelle saison 2003-2004. Et Gilberto Silva va parfaitement se greffer à cela. J'aimerais quand même mentionner aussi que Gilberto Silva a pris sa place, a gagné ses galons titulaires très rapidement quand même, Ouais, parce que très Edu, rapidement. Ouais. oh non mais vraiment, Edu n'a rien vu. Oui, Non mais mais t'es champion du vraiment. monde. Non mais de un, mais de deux, Ouais. c'est que même nous-mêmes, à l'époque, on avait Sport Plus moi j'avais Sport Plus pour regarder Arsenal qui passait régulièrement, bien entendu, tous les week-ends. Mm. Mais même Gilberto Silva faisait l'unanimité. Il s'est imposé, Ouais, mais clairement. il n'a pas fait l'unanimité qu'auprès d'Arsenal, mais auprès de tout le public Mais bien anglais. sûr. Et On franchement, l'appelle l'homme invisible. quand vous parlez de Je t'en ça, prie, moi, je Yoann. pense automatiquement au quart de finale retour Arsenal-Chelsea. Chelsea? Je me Chelsea? dis, on est passé à côté d'un truc énormissime. Bah, bien sûr. Et franchement, c'est navrant, c'est navrant. Mais Bah, bien Gilberto sûr. Silva, c'est vraiment quelqu'un de très, Et très, très important dans cette période d'Arsenal qui était assez brillante quand même. alors, Yoann, si on peut même faire la continuité par rapport à Gilberto Silva avec Arsenal, il y a son absence au cours de la saison 2004-2005 qui fait Ouais. très mal à Arsenal, notamment dans les confrontations physiques que va imposer Chelsea Ouais, avec bien sûr. l'arrivée de... Non, mais on a vu une différence quand Gilberto Silva était absent. Je vous Clairement. rappelle que été 2005, c'est Patrick Vieira qui s'en va à la Juve. Un transfert exceptionnel. Je me permets d'intervenir, c'est qu'on Bien a sûr, vu Eda. ce qu'était Arsenal quand Gilberto Silva n'était pas là la saison 2004-2005. La saison Exactement. 2005-2006, cette équipe va en finale de la Ligue des Champions avec Gilberto Silva aux côtés de Fabregas. Je vais poser la question qui fâche. Et si le joueur important du milieu de terrain d'Arsenal était davantage le Brésilien que le Français? Dans les faits, oui. Dans les faits, quand on prend vraiment en compte, Mmh. ce que tu viens de dire, on peut se poser Oui, la question et on peut même dire que oui. Mais après, Patrick Vieira, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Patrick Vieira est très fort lors de la saison 2004-2005, 2003-2004, 2002-2003 aussi. Mais à partir de 2004-2005, Vieira, il a pas mal de problèmes physiques. Il commence Ouais, de plus ouais. en plus à tirer la langue. Et on va dire le penalty qu'il met en finale de la en finale de la Coupe d'Angleterre contre Southampton. United. On va dire Ah, c'est le clap United, pardon. de fin, mais c'est un penalty justement qui masque énormément de difficultés qu'il a eu cette saison-là, non seulement à Arsenal, mais aussi en équipe de France. Donc, on va dire sur les 2 dernières années, Gilberto Silva a une importance qui est beaucoup plus prépondérante que Patrick Vieira. Pour être honnête, on va plus parler de relais, voilà, qu'il se donne Voilà. peut-être Exactement. pour être ouais. plus C'est respectueux envers les deux joueurs. c'est plus ça. Et en plus, la campagne de Ligue des Champions, exercice 2005-2006 de Gilberto Silva est tout simplement un régal. N'oublions pas que Cesc Fabregas commence en effet à se positionner au poste de numéro 8, numéro 4, bien entendu, du côté d'Arsenal. Et Gilberto va jouer un rôle de couverture, mais en fait, moi, personnellement, à l'époque, le départ de Vieira, forcément, nous, on regarde tout le temps téléfoot, C'est une pardon. catastrophe. On se dit, ouais, il y a quelque chose qui Bien sûr. est marquant. Thierry Henry s'exprime même aussi. Ouais, Vieira n'est plus dans les vestiaires. Ouais, Vieira n'est plus là. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Mais on se rend pas compte, l'homme invisible à tel point qu'il est prépondérant dans les performances d'Arsenal. Et j'insiste bien en Ligue des Champions. Palven, Nedved, Camoranesi, 0. Villarreal, voilà.
Même si Et Henry même Rodriguez, Vieira ça face à peut- Vieira. Real était concerné. Vieira Vieira, directement, oui. oui, bien entendu, il est forcément concerné. Non, mais et bien entendu, le Real Madrid, un Real Madrid totalement cuit au huitième de finale. Est-ce que ça fait peur à Gilberto Silva, ça? Non. Non, ça me saoule. 2002 a été aussi la date à laquelle Zé Roberto a signé au Bayern Munich, Yoann. Ouais, Zé Roberto signe au Bayern Munich justement en 2002. Bah, on va dire c'est la logique que veut le football allemand et la logique que veut la Bundesliga. Quand un joueur se révèle dans un des clubs, on va dire périphériques au Bayern Munich, bah forcément le Bayern Munich s'en occupe et le fait venir dans son équipe, hein. Des Thorsten Frings aussi à l'époque Ouais. qui ont signé au Bayern Munich. Donc oui, Gilberto Silva, Zé Roberto justement fait le grand saut en allant au Bayern Munich. On se dit que c'est une saison 2002-2003 notamment où il va monter, on va dire, en gamme, il va monter justement en popularité et puis en titre. Mais bon, il se trouve que en dépit de la Bundesliga qui a été remportée en 2003, cette campagne de Ligue des Champions qui est totalement décevante, non seulement de sa part, mais aussi de la part de son club, où ils finissent dernier de la poule derrière le RC Ouais. Lens et le Deportivo La Corogne et le Milan AC. Donc, Nul. c'est vraiment une saison en Europe qui est Zéro. assez décevante. Mais voilà, comme c'est le Bayern Munich, on se dit qu'une victoire, bien sûr, en championnat, c'est bien parce que voilà, l'année d'avant, ils ne l'ont pas gagné. C'était le Borussia Dortmund qui gagne le Tout à championnat fait. Tout à d'Allemagne. fait. Mais en 2003, on se dit que c'est une saison qui est réussie en championnat. C'est Roberto, justement, qui garnit enfin son palmarès en club. Mais concrètement, c'est une saison qui est plus ou moins décevante quand même de la part de Bayern Munich. Et Gilberto Silva, malheureusement. Oh là là, j'ai du mal avec ça. Zé Roberto, justement, est dans le moule de cette équipe qui est assez décevante cette saison-là. C'est vrai que jusqu'en 2006, Gilles Christ, on peut le dire, le Bayern, comme Zé Roberto, ont du mal à se transcender en Europe. En Europe, oui, effectivement, c'est un Bayern qui est en recul, net recul, hein. Après, je Absolument. pense qu'il y a deux, trois explications. On en a parlé lors de la saison 3. C'est le niveau aussi d'Oliver Kahn qui a décliné aussi sur la scène européenne. C'est Bien sûr, bien le, sûr. j'allais dire Lizarazu qui se fait vieux. C'est Oui. aussi voilà, Deissler qui est miné par les blessures. miné pas exactement, mais aussi, encore une fois, et malheureusement, il faut le dire aussi pour lui, même si on l'a pas forcément mentionné, c'est des joueurs comme Raul Maguire qui font partie d'une zone 2 des attaquants Bien De sûr. leur qui génération. sont de leur Absolument. génération, qui sont performants, hein, en termes de De stats chiffres. et de chiffres, Bien sûr. mais qui, dans les moments où il faut justement donner un coup de collier supplémentaire parce que vous êtes le Bayern Munich, ça ne suffit pas. Vous le faites très bien en huitième de finale contre le Real Madrid, par exemple, sur l'année suivante en 2007. Mais non, c'est pas ça qui, mais c'est pas ce genre de joueur-là qui vous emmène des quarts en demi ou des demi en finale d'une compétition européenne. Donc, Zé Roberto suit ça. Il y a aussi cette volonté aussi du Bayern à chaque fois qu'il prend une gifle sur la scène nationale de Se prendre venger. de se venger, de prendre les meilleurs éléments. Voilà, si c'est comme ça, voilà, je baisse tout. Comme Tout ils à ont fait. l'habitude, Tout à ils ont fait. l'habitude Tout à de fait. faire. Tout à fait. Et en faisant ça avec Balak, Zé Roberto, ils se sont assurés voilà, quelques Et titres. Et encore, Lucio aussi, il faut et oublier. Lucio, Bien sûr, Lucio. Le règne exactement. national. Voilà. Parce qu'ils sont champions en 2003, mais ils perdent après contre Werder en 2004 Quelle pour baffe. reprendre après le titre en 2005 et 2006 sous le très exigeant physiquement Félix Magath. Mais, Oh là là. ah oui, oui, qui, je pense, pour un joueur comme Zé Roberto, c'était quelqu'un qui lui était parfait, même si je pense que même dans leur relationnel, c'était pas forcément Il y a eu des gros le, problèmes, J, en le, effet. le grand amour, effectivement. Mais c'est pour ça aussi que 2006 marque la fin aussi de son époque munichoise, où il a montré sa domination, effectivement, sur la scène nationale allemande. Mais après, derrière, en Europe, on est encore un petit peu frustré quand même. Mais ça reste, mine de rien, le meilleur joueur brésilien de l'histoire passée par la Bundesliga, Damas. On peut au moins dire ça. On peut au moins dire ça, c'est vrai, par sa régularité, parce que même en termes de chiffres, Zé Roberto a quand même des choses intéressantes, hein. Il a plus de 10 pas Clairement. décisifs. Bon, il n'est pas forcément buteur, mais sur son côté gauche, il travaille plutôt bien. Moi, j'ai de très très bons chiffres le concernant par rapport à ses performances, mais il est clair qu'en Ligue des Champions, ça ne passe pas. Il faut quand même mentionner que il y avait pas mal en plus des cas de conflit dans le vestiaire, hein. De toute manière, on sait très bien, Ouais. c'est le Bayern Munich, ce n'est pas une nouveauté de voir ce genre de situation. Et par contre, par rapport au cas de l'équipe nationale, du fait que Zé Roberto ne soit moins performant du côté, enfin, que le Bayern en lui-même, à titre général, soit moins performant sur la scène européenne,
ça n'a pas embêté à ce que Zé Roberto soit moins visible aussi sur la scène aussi de la sélection nationale. Il y a ça aussi qu'il faut aussi mentionner, même si c'est vrai que saison 2004, saison 2005, il fera sa dizaine de rencontres par an avec l'équipe du Brésil, mais on attend en effet à ce qu'au Mondial 2006, Zé Roberto Qui est chez lui. qui est chez lui en Allemagne, Oui. puisse se montrer clairement, parce que 2002 reste une fracture pour lui-même à titre personnel, et même nous-mêmes qui sommes toujours dans l'incompréhension de son absence de ce Mondial 2002. Donc en 2006, en Allemagne, il doit régner, et de quelle manière il a joué, purée. On va parler de 2006 juste après parce que c'est vraiment aussi une Coupe du Monde assez charnière pour les 3 joueurs qui, pour le coup, ont été tous les 3 dans le groupe. On va parler juste de ça juste après qu'on s'intéresse un petit peu à Emerson. Emerson qui est à la Roma, hein, après la Coupe du Monde 2002, il y reste jusqu'en 2004. Non, voilà. Moi, la seule chose qui m'intéresse, au-delà du jeu dont on a déjà parlé, notamment sur la deuxième partie du championnat 2000-2001, c'est ce rapport presque filial qu'il a avec Capello, Damas. Absolument, Fabio Capello, en effet, c'est lui qui va venir le chercher dès l'été 2000, du côté de Leverkusen. On connaît les performances pour l'année 2000-2001. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la Roma, on sait très bien que c'est un club qui est très émotionnel. Les secousses émotionnelles sont énormes, telles l'échelle de Richter au Japon. Et ce qui se passe, c'est que quand vous avez un gars comme Capello, il va amener un certain ordre. Et pour que cet ordre puisse perdurer dans le vestiaire et même à l'échelle du populisme romain, il faut des éléments de base qui vont faire le relais sur le terrain. Emerson va concrètement être son fils. Il va se retrouver en Emerson. Qu'est-ce qu'il va aimer chez Emerson? La régularité, stamina, donc je dirais je vais même parler en anglais. L'endurance, je vais même parler en anglais. Et surtout, la performance dans le temps. Dans le temps. On a l'impression que le match d'Emerson se ressemble. On a l'impression que c'est pas quelque chose qui nous étonne chez lui. En fait, il fait bien son travail. Mais Il fait partie de la caste des joueurs qui n'ont jamais fait de mauvais matchs. Mais en fait, on l'a jamais vu en déconfiture, dans une situation où il est totalement dépassé par les événements. Non. Et Capello se retrouve dans ce genre de modèle. Il y avait une phrase dans Secret Coach que je me suis permis de lire, le passage de Fabio Capello. Il a dit, vous savez, quand je rentre dans un nouveau club, je donne 11 commandements. Si les joueurs et l'effectif suivent les 11 commandements, on gagnera le titre. Bon, il a bien prouvé au cours de sa carrière. Et il va même plus loin en disant... C'est un malade, ce mec. Mais ça ouf, ce mec. Et il va même plus loin en disant, il y a certains joueurs qui correspondent à ces 11 commandements. Emerson n'en est pas loin. À partir de là, vous voulez quoi? Donc, le lien se retrouve absolument. Et surtout, le départ était 2004 à la Juve. Bon, moi, à l'époque, je suis tout le temps sur le Canal Satellite en train de suivre et tout. Je suis déter. Et je vois le départ d'Emerson, alors que mec cesse son arrivée et tout. Et Capello, il s'en va et il prend Emerson. Et Emerson le suit. C'est Rudy Voleur qui arrive. Et Rudy Voleur. Attendez, non mais... C'est ça qui est incroyable, c'est que Fabio Capello part à la Juventus. Il explique que dans son esprit, il y a ces commandements, qu'il y a un certain groupe de joueurs qui sont capables de le suivre. Il va prendre Emerson avec lui. Et là, j'écris, on est à la Juventus. Il est en train de façonner presque une équipe de Galactique, surtout à partir de l'arrivée de Patrick Vieira. Mais malheureusement, Emerson va être abandonné par Patrick Vieira. Oui, abandonné, notamment lors de ce match dont on a parlé du côté de Gilberto Silva contre Arsenal. Et là, on voit que Vieira les limites, on va dire, pas de son transfert, mais je sais même pas, peut-être, on va dire, de son niveau, ça va être démenti sur le mondial, physique, où justement, quand Emerson est capable de pouvoir être performant toujours en Serie A avec des joueurs plus ou moins prestigieux sur la saison 2004-2005, alors qu'on se dit qu'en 2005-2006, avec l'arrivée de Vieira, on va encore monter en gamme. Non, on ne trouve pas Vieira, effectivement. Et là, on voit plus Fabregas, on voit plus Gilberto Silva. Et là, Emerson, qui lui reste, on va dire, constant dans ses standards, mais va voir un Patrick Vieira qui, au plus mauvais des moments, avril, en Ligue des Champions, mais n'est pas forcément... On va dire, je ne sais pas si on peut parler de points faibles. Je sais que Reda a une petite blessure par rapport à ça. Je vais te dire honnêtement, si tu prends le 11 de la Juventus 2005-2006, il n'y a que des stars. Il n'y a pas de point faible. Il y a Vieira, Emerson, Camoranesi, Nedved, Del Piero, Trezeguet, Ibrahimovic, Thuram, Cannavaro, Zambrotta, Pesotto, Buffon. C'est quoi cette équipe de fou? Un vestiaire, et en fait, frère. le problème, c'est que qu'est-ce qu'on a vu au milieu de terrain? On a systématiquement vu soit Emerson Gianni Queda, soit Emerson Blasi. Et quand on voulait Emerson Vieira, ça n'a pas fonctionné. Et n'oubliez pas qu'Emerson, c'est celui qui marque le but suite au craquage de Team Viseux. Viseux, Viseux, en huitième de finale, bien sûr.
Mm. Donc Bien c'est sûr, ça le aussi qui est assez catcheur, là. impressionnant, c'est qu'effectivement, il y a cette double saison 2004-2005, 2005-2006, dont on a consacré un podcast, tellement elle est charnière aussi dans l'histoire de la Juventus, qui se termine, comme on le Absolument. sait tous. Là aussi, il y a un podcast sur le fameux Calciopoli. Il y a ce Calciopoli, Capello s'en va, plein de joueurs s'en vont aussi, Capello va au Real Madrid, et Yoann, il Et prend qui avec lui? Emerson, je crois. C'est la incroyable. troisième fois, la Non, mais on troisième On fois. parle de Fabio Capello quand même. Si Capello aime un footballeur, à mon avis, Ouais, c'est que ce footballeur, il c'est que il ça est vaut le plutôt pas coup. mal. C'est que ça Ouais. vaut le coup. Et franchement, c'est incroyable. Moi, franchement, quand je vois que le Real Madrid au mercato d'hiver, au mercato d'été 2006, fait signer Cannavaro, Emerson, Voleur. Ruud van Nistelrooy, je me dis, ouais, c'est incroyable. Je me dis que c'est incroyable. Et franchement, quand je vois que c'est Fabio Capello qui arrive et qui doit gérer déjà dès les premiers jours les embrouilles entre Robinho et Gravesen, je me dis que c'est bon, Gravesen, il peut être sûr de pas jouer pour le coup pour la saison 2006-2007. Vraiment. Et Fini. bon, c'était pas plus mal aussi. Mais pour le coup, on voit qu'il fait venir, Emerson pour, je crois, il me semble que c'était 15 millions d'euros à peu près, parce que j'avais en tête justement les montants de ces transferts-là. Ouais, une belle enveloppe. 15 Hein. millions d'euros. Franchement, on se dit que Emerson au milieu de terrain, quand on voit ce qu'il a fait à la Juve, quand on voit ce qu'il a fait à la Roma, on se dit qu'on est tranquille au milieu de terrain. Le milieu de terrain qui était le point faible justement du Real Madrid depuis le départ de Makelele, qu'on voit que Emerson signe, on se dit franchement qu'on est bien. Et Emerson, Diarra, bon, moi je trouve que Emerson justement n'a pas été extraordinaire cette saison-là, mais voilà, il nul. fait partie de cette équipe Oui, Nul sur la voilà. première qui partie de gagne, saison, pardon. ouais, Bien sûr. mais il fait partie de cette équipe justement qui gagne le titre au nez à la barbe du Barça de Frank Rijkaard. C'est quoi ton analyse, Chris, de cette saison d'Emerson? Nul sur la première partie, un peu moins la deuxième. Comment tu Ouais. vois ce titre? En fait, quand tu regardes même la relation de Capello jusqu'au moment de la première partie de saison où il pète les plombs avec le fameux doigt d'honneur qu'il fait au public et la fin de saison où il gagne le titre, en fait, tu as l'impression de voir la saison d'Emerson. Ouais. C'est vrai que même par rapport à ça, il y a un côté justement où les deux ne s'entendent plus aussi bien après 6 années où ils sont D'amour. liés d'amour, effectivement. Bien Et, sûr. et là, justement, Emerson, on voit autre chose, on voit quand même des matchs qui ne sont pas bons, hein, parce que là, il Oui. faut se dire une chose, hein, c'est vrai que ce Real Madrid qui peine à se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions, va faire des 2-2 en Ukraine contre le Dynamo avec un Ronaldo qui est quasiment sur une jambe. Voilà, il y a Emerson qui est là et on sent pas Emerson en fait. C'est pas, voilà, on sent pas le Emerson qui peut nous emmener dans des sphères où on est éliminé depuis plusieurs années en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est ça qui a manqué. Mais c'est vrai qu'après, derrière, on a parlé de oui, il voudrait retourner à la Juve, d'aller en série B. Tout à fait. Voilà, donc pour C'est un d'aller ouf. franchement, c'est j'allais dire n'importe quoi. Quand Ouais, même, le aller Brésilien. brésilien, bien sûr. Après, en plus, L'affect, toujours et l'affect, le Brésil. l'affect. Mais en plus, le pire, c'est que ça vient à une époque où Capello dit que voilà, Beckham ne jouera plus sous le maillot du Real Madrid. Terminé. Emerson veut rentrer à la Juve. En fait, on a l'impression que tout fout le camp au Real. Mais je sais pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement de circonstances. Beckham revient. Emerson retrouve aussi avec l'équipe de l'équipe 2006-2007 Absolument. un regain de forme justement qui permet de stabiliser cette équipe, notamment autour de Mahamadou Diarra qui a été très important sur cette Ah oui. deuxième partie de saison. Et le titre arrive. Et après, derrière, on se dit que voilà, est-ce que Emerson, on va trouver le grand Emerson pour l'année 2007-2008? Non, parce que il a déjà dit qu'il allait partir, il n'allait pas partir, etc. Du coup, il y a une sorte d'incompréhension entre quelqu'un qui dit je voulais partir, mais finalement je reste, et un président qui dit finalement il veut retourner en Italie. Et là, effectivement, c'est là Dehors. où. Et voilà, dehors, effectivement. Non, Et là, dehors, c'est. dehors. Et Il y a un là, point. c'est terrible. C'est terrible. Un point qu'il faut même rajouter, Gilles, par rapport à cette saison au Real Madrid, les Sosos du Real l'avaient clairement conspué, mais vraiment, mais dès qu'il touchait le ballon, il était sifflé à Ouais. Santiago Bernabéu. Il a demandé à Fabio Capello de ne même plus le titulariser. C'est À rare de domicile. voir Emerson dans Ouais. cette situation où il est déstabilisé. On avait l'impression qu'on avait un joueur plein rempli de sérénité. Le Real, c'est pas la Juve. Le Real, c'est pas la Roma. C'est tout. Et il va voir Capello en lui disant, frère,
Il y a moyen et tout, je veux plus jouer à domicile, mets-moi dans les games à l'extérieur. Alors Capello va très mal prendre ce genre de Oui, nouvelles. bien sûr. Et c'est Ah, pour mais ça vraiment. que c'est pour ça que j'allais dire la relation se détériore entre les deux. Frère, Ah oui. Il qu'est-ce que tu respecte fais plus. depuis Ouais, il a Franchement, trahi Ah, Capello. j'allais dire, en fait, il respecte plus les 11 commandements. Bah, c'est Ah ça. non, 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 mais là, c'est Il clairement trahit les Moïse principes de Capello. Oui, là, c'est Moïse qui a échoué avant d'entrer en terre d'Israël. Je suis désolé. Non, non, c'est plus. Il a fait le veau d'or, Emerson. Il s'est détourné de Moïse. Même Et pas, Moïse a c'est pété les plombs après en plus. c'est le général Maëlle qui dit à Mobutu, on peut plus assumer ta Et sécurité. on peut plus assumer. Mais tu reconnais encore les noms aujourd'hui, Johan. Encore aujourd'hui, tu connais les noms. Oh là 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 là. Ah, Enfin, bref, mais- excusez-moi. Alors, en ce Mais- qui concerne, bon, on voit que ces 3 joueurs occupent des places de titulaires dans les meilleurs clubs du monde. On est en droit de Vraiment. se demander ce qu'ils sont capables de faire s'ils sont tous les 3 ensemble sur le terrain pour le Brésil. Alors concrètement, est-ce qu'ils ont beaucoup joué ensemble? Pas vraiment. Sur les différentes Copa América entre 97 et 2007, ils sont soit 2, soit 1 à jouer. Roberto et Emerson sont par exemple titulaires à la Copa América 99. Si Gilberto Silva est tout seul à la Coupe du Monde 2002, il le sera tout seul aussi à la Copa 2007 et à la Coupe des Confédérations de 2009. Roberto sera tout seul à la Copa América par exemple de 1997. Finalement, on les aura vus jouer ensemble à la Coupe des Confédérations 2005 que le Brésil a gagné et surtout à la Coupe du Monde 2006. Par contre, on les a jamais vus tous les 3 Ouais, ensemble, Gilles ouais, Chris. ouais. C'est impossible de les faire jouer ensemble. Ah, mais ça, c'est des conneries, encore une fois, du Brésil. Là, par exemple, en 2006, on aurait... Non, franchement, contre les Français, Juninho, frère. contre les Français, on aurait pu voir les 3. Bah, bien Mais oui, sûr. après, voilà, c'est vrai voilà, on disait Emerson oui, est convalescent. que voilà, Emerson est convalescent. Mais non, je suis désolé, Juninho ne doit pas jouer cette rencontre. Non, mais Qu'est-ce qu'il absolument. fait ici? Absolument. Non, mais voilà. Et quand vous Bien sûr. revoyez le match, mais tu sens qu'il y a un joueur de Ligue 1 qui est sur la pelouse et qui n'a rien à faire là. Bien sûr. Merde, Et on sait que la France va sans doute gagner cette rencontre quand on voit Juninho dans le 11. Il faut que les auditeurs lyonnais et lyonnaises nous entendent là. Cet individu n'a pas sa place dans le Brésil. Non, ce n'est pas normal en tant que titulaire. Il devait rentrer à 20 minutes de la fin. 75e, il y a Voilà. 2-0 pour le Brésil. Là, il peut rentrer, voilà, faire souffler les mecs. Mais Après, moi, dans je une pense qu'il composition, bénéficie dans du une fait qu'il composition a- en arbre de Noël avec Emerson dans l'axe, Gilberto axe droit et Roberto axe gauche, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Voilà. Pourquoi pas? Et Kaka en 10 dans un arbre de l'Ouest. Avec R10 bien sûr et R9 devant. Kaka, oui. Voilà. Vous allez mettre des Adriano, Non, non, mais- non, non, mais non, 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 Sur non, le non, banc, non. papa. Mais bien Non, sûr. J'ai dit ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous Ah, allez mettre pardon. des Adriano, frère? Des Adriano, Non. des Juninho. Après, Non. Juninho, il a bénéficié du fait qu'il fait un bon match lors du match où Japon. Barrera fait tourner tout le monde contre le Japon. Il met son Ouais, but, Japon, il etc. marque. ouais. Donc ça lui a donné du crédit, je pense. Mais Mais quelle vas-y, frère, erreur. je joue Quelle contre la erreur. France, je joue pas contre Après- Nakata et compagnie, quoi. Le Si je problème, peux- non, Vas-y, juste, vas-y, juste Reda. tu vas parler juste après, Damas. Le problème, c'est Bien sûr. qu'effectivement, on aurait pu voir les 3 ensemble et que est-ce qu'on a mis Juninho ou pas. En fait, le problème, c'est pas ça. C'est que même à la Coupe des Confédérations de 2005 que le Brésil gagne, les 3 ne jouent jamais en même temps. Le Brésil se laisse le droit de faire jouer l'un ou l'autre et que sans perdre de niveau, ce qui fait qu'ils ont pu gagner. Mais les 3 en même temps, Damas, ça s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu en effet. Pas à dans les notre matchs grande- qui comptent. On peut trouver des photos des Voilà. 3 dans un 11, mais voilà, c'est les Brésil À notre- qui jouent 1 million de matchs par année. Mais concrètement, en compétition internationale, on n'a jamais vu les 3 On n'a ensemble jamais vu ça. titulaires. À notre grand regret, parce que là, Bien j'aimerais sûr. bien voir, j'aurais bien aimé voir Zidane face à ces 3 grands joueurs, en effet, où il a clairement laminé Roberto et Gilberto Silva lors de ce quart de finale, on le sait tous. Mais avec Emerson, que moi, en tout cas, j'estime comme étant supérieur par rapport à ces 2 joueurs au poste de milieu défensif, ça aurait été très intéressant. Emerson se blesse même dès le 2e match, hein, même dans le 2e match, il est déjà convalescent. Contre l'Australie, Gilbert- ouais. Contre l'Australie, Gilberto Silva va prendre le relais. Par contre, il y a Roberto qui va signifier qu'au travers de ce mondial 2006, tout le monde n'était pas forcément concentré à remporter le titre en 2006. Tout le monde Bien n'avait pas sûr. le même degré de concentration, le même degré de focalisation qu'il faut dans un groupe. Il dira certes, l'addition de talent est très intéressante, mais c'est insuffisant quand tout le monde n'est pas concentré sur le titre. Moi, bien entendu, il a clairement raison en ça. Roberto, soyons clairs, hein, ce mondial 2006, il a absolument rien à se reprocher. Ah oui, les clairement. courses qu'il a multipliées à gauche, à droite, pour couvrir également les errances défensives de Ronaldinho. Il n'était pas forcément concerné par rapport à ça, ce qui veut bien se comprendre. Mais Roberto nous a tous impressionnés. Il a été élu 2 fois homme du match dans les 5 rencontres brésiliennes. Oui, C'est et en plus, c'est exceptionnel. Et en plus, justement, dans cette compétition, le nombre de ballons qu'il perd avant le match contre la France est quasi inexistant. C'était Incroyable.
incroyable comme Incroyable. statistique, même si ce Brésil est un petit peu poussif, Zé Oui, Roberto permet justement à cette équipe du Brésil de rester sérieuse et d'être toujours crainte, justement, alors que cette équipe manque d'équilibre et quasiment tout absolument, le temps en deux. Et c'est pour ça absolument. qu'en fait, on est un petit peu frustré de se dire qu'on a essayé de créer un déséquilibre en mettant Ronaldinho, Ronaldo, Adriano devant avec Kaka. Mais le problème, c'est que voilà, il aurait vraiment fallu voir les trois ensemble pour pouvoir maintenir une base solide au milieu de terrain, Au pour milieu de pouvoir terrain, ouais. faire exprimer trois de ces quatre joueurs devant. Puisque moi, effectivement, comme on l'a dit, on sort Adriano, concrètement, on le fait rentrer en cours de rencontre pour faire briller les trois anciens. On va terminer le podcast avec quelques informations sur la fin de leur carrière. Zé Roberto va continuer à jouer en Allemagne avant de terminer sa carrière au Brésil en 2017. Il compte 84 sélections. Quel corps il a aujourd'hui, Gilles Christ? Ah oui, un corps justement qui était, j'ai l'impression, qui est même plus tracé qu'au début de sa carrière de joueur, ce qui est un peu rare quand même pour des joueurs de cet âge-là. Et on a Vraiment. l'impression que c'est comme vous savez, ces influenceurs Instagram qui montrent voilà, justement de leur corps et qui montrent aussi voilà, des vues de l'esprit, justement pour exprimer leurs conditions physiques exceptionnelles. Quand on voit Zé Roberto, ben, on se dit que Non, Heu, c'est voilà, très sérieux. c'est très sérieux et on peut Ouais, avoir un âge Ouais, avancé et continuer à jouer. Et après, bien sûr. quand on voit ce corps-là, on se dit que voilà, si tu joues à 42-43 ans, voilà, c'est possible. Et surtout que quand il arrête, il est encore en bonne condition et il aurait pu encore Encore, continuer. Mais voilà, encore. mais c'est vrai qu'il y a une exigence aussi personnelle qui a fait qu'il s'est dit que tiens, j'arrête avec Palmeiras alors que il aurait pu voilà, continuer encore 1 ou 2 années. Mais bon, après, si vous avez 45 ans, vous avez encore le niveau, c'est quelle image vous renvoyez, enfin quelle image renvoie la jeunesse, hein, quand on voit ça? Emerson va jouer au Milan entre 2007 et 2009, à Santos en 2009, mais les blessures à répétition auront Ah raison oui. de lui. Il aura connu 73 sélections. Il arrête en 2006 assez tôt. Il en a eu marre, Johan, finalement, d'être dans cette rotation milieu de terrain. Clairement, il en a eu marre. Après, je pense qu'il a dû réfléchir aussi au fait que bah, il n'a jamais vraiment eu de grosses consécrations en équipe du Brésil, hein, en dépit du fait qu'il soit là depuis 97. Et justement, il a connu le Brésil très haut, il a connu le Brésil très bas, il a connu le Brésil qui revenait très haut, mais à aucun moment il a réussi à marquer justement l'équipe du Brésil de son empreinte, en dépit des 73 sélections qu'il a eues. Donc forcément, parce que arrêter sa carrière à 30 ans en équipe nationale, quand même, c'est assez jeune. Après, voilà, je pense que quand tu reprends en compte justement tout ce que je viens de dire par rapport aux différents accomplissements de Brésil qu'il n'a pas pu avoir, je pense que c'est frustrant. Et puis voilà, il concentre sa carrière en club, mais sa carrière aussi en club qui s'achève assez vite. Donc moi, je pense, hein, et je sais que c'est sévère ce que je vais dire, mais moi, je pense que Emerson, on ne retient rien de sa carrière en sélection. À part qu'il a Ça, été capitaine avant la c'est Coupe du chaud Monde ce que tu 2002. dis, hein. C'est chaud ce que C'est tu di- dis, hein. c'est difficile à dire, mais Ouais. est-ce qu'on peut contredire ça? C'est ça la Bah, question. c'est sa Non, Copa América 99, elle est quand même très forte, mais c'est sûr que quand dans ton équipe, tu arrives à le dos, personne ne te remarque. Mais C'est effectivement, bah ça, oui. mais on attend, et même oui, mais on n'attend pas à ce qu'il performe en Copa América 99, en Copa América tout simplement. Bah oui, Tu vois ce bah que je oui. veux dire? 2002 devait être sa Quand tu consécration. sais que tu es là en 98, tu es là en 99, tu es là, bon, Copa América 2001, on s'en fout un peu. Mais quand tu es en 2002, tu es en pleine possession de tes moyens, tu as 26 ans, tu es capitaine, il a merdé. tu sors d'une période avec la Roma qui est la période la plus brillante de l'histoire du club, et que tu arrives, tu te blesses en faisant le con. Non, Non, frère, tu peux non. t'en prendre qu'à toi-même, tu vois. Et puis Bien c'est sûr. vraiment dommage. Et C'est même vraiment la dommage. même, mais même la fin de sa carrière, on sent que physiquement, il y a une Mais il est véritable cuit, Ouais, il il chute. Non, finit pas mais Il y a eu grossir une ce chute type. on au dirait un Milan vieux AC. monsieur. Oh, mais au Milan AC, c'est trop dur. Il fait Il fait que. On dirait partie, un vieux monsieur. On dirait il est Oh, voûté, tout ça. ouais. il fait C'est partie de compliqué. ces C'est joueurs qui compliqué. ont, je pense, hein, beaucoup trop joué avec le Brésil entre 97 et 2001. Vous savez, ces Pas fameux faux, pas faux, pas Harlem Après faux. les matchs en Globetrotters qui dehors et jouaient tout. Ouais. 20 Ouais. matchs par an. Gilberto Silva va jouer au Panathinaikos puis à Grêmio avant de remporter la Copa Libertadores avec Ronaldinho, avec l'Atlético Mineiro. Il connaît 93 sélections. Il sera là aussi à la Coupe du Monde 2010 avec Felipe Melo. Comme quoi, il y a une chute drastique de niveau au milieu de terrain. Euh, Moi, ça me fait pas rire, hein. Oulala, Hadem, ça me fait pas rire, frère. Oulala, ça me fait pas Attendez, rire. Moi, parce qu'on disait ça en off, on va terminer là-dessus. Ils n'ont pas eu de successeur, ces milieux de terrain, Damas.
Ils n'en ont pas eu parce que le degré d'implication au monde du football est clairement réduit par cette nouvelle génération qui arrive en 2010. J'aimerais quand même mentionner aussi le départ qu'il a eu avec Arsenal au travers du capitanat que Oui. Arsène Wenger va dévoiler sur un plateau auprès de William Gallas qui a été plusieurs fois ennemi auprès d'Arsenal et lui donne le Scandaleux. brassard. Mais frère, moi je le répète encore une fois en préparant ce podcast, j'ai été clairement frustré par Monsieur Wenger et son attitude qu'il a eue auprès de Gilberto Silva qui va même encore une fois performer sur la saison 2006-2007, C'est où vrai. Henry est absent. Il va faire preuve de leadership auprès de cette équipe d'Arsenal qui est orpheline de son grand attaquant. Tous ces éléments-là étaient réunis pour que Gilberto Silva, après le départ d'Henry, puisse porter le brassard. Oui. Et malheureusement, Monsieur Wenger se tourne auprès de l'autre que met à la voix cassée. Frère, moi j'ai le seum. Moi j'ai le seum. Non, moi j'ai le seum, frère. C'est des trucs. Non, mais après, Non, le tu truc, supportes c'est quoi, c'est Arsenal, que... Johan. Oui, mais après, regarde, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'en 2007-2008, il y a l'avènement de Mathieu Flamini. Mathieu Flamini, dans cette Et saison alors 2007-2008, il est monstrueux, je te promets. Non, mais Damas, parce que j'en peut-être que tu n'as doute pas bien pas. regardé les matchs d'Arsenal en 2007-2008. Je m'en souviens Flamini, très bien. Je m'en C'est souviens un très bien. monstre. C'est un monstre au milieu de terrain. Et puis, il y a... Excuse-moi de t'avoir coupé, Non, hein, vas-y, Damas, hein. Il y vas-y. a aussi, il y a aussi la politique d'Arsène Wenger qui, à partir de 30 piges, renouvelle les contrats que d'un an. Et malheureusement, en Pour qui la 2006-2007, suit Gilberto Silva, il arrive à 31 ans. Donc, Ouais, parce que Gilberto c'est Silva est c'est né en contestable. 76, on est Moi, je suis d'accord d'accord. avec toi, c'est hyper contestable. Mais après, voilà, c'est vraiment des Non, choix mais qui font. Et... Wenger, il a fait le mec. Wenger, il a fait le mec. Et pour parler enfin de cette équipe du Brésil, en 2007, il va avoir cette consécration aussi pour Gilberto Silva. Une nouvelle avec le titre de la Copa América gagnée face à l'Argentine, une droite incroyable en 2007. Avec le brassard de capitaine, bien entendu, pour ouais. Gilberto. Bien sûr, capitaine Gilberto. Vraiment, mais un homme qui compte. Et en effet, Johan, tu l'as mentionné, la progression en termes de carrière et pour Gilberto est exceptionnelle. Arrivé 2010, on sent que c'est la fin. Il est né en 76. Felipe Melo essaie de reprendre le pouvoir au poste de sentinelle du côté brésilien. Mais on n'a pas affaire à quelqu'un qui est sérieux pour le football. On voit que c'est la fin. Clairement, c'est la fin. C'est la fin du football des libéraux. L'épisode du jour aux accents Oriverde nous a plongé dans ce qui faisait la grandeur du football brésilien. Nous n'avons pas parlé du Joga Bonito, mais du football brésilien qui gagne. Pas de Pelé ou de Garrincha sans Didi et Zito, pas de Romario sans Dunga, pas de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo sans Gilberto Silva, Emerson et Zé Roberto. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.